Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue à notre invité de ce soir, Joël de René, que nous sommes très heureux d'accueillir pour cette 3e édition d'Au pire ça marche, l'émission de l'Institut des futurs souhaitables. Alors l'Institut des futurs souhaitables, nous sommes des passeurs-connecteurs entre explorateurs de monde. Nous sommes une confrérie de conspirateurs positifs qui imaginons demain à l'aune de ce qu'il pourrait être de mieux. Notre mission, réhabiliter le temps long dans les décisions présentes. Notre envie, inspirer le débat public de futurs souhaitables. Au pire ça marche, c'est une réflexion sur notre société en mutation, des idées pour demain, des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Car dans cette zone majeure de métamorphose que nous vivons aujourd'hui, c'est quoi le risque au fond? Au pire, ça marche. Le principe de l'émission, une personnalité inspirante, un sujet, la métamorphose, des chroniques qui vont progressivement enrichir notre réflexion sur toutes ces émergences, et puis 4 questions d'inspiration en fin d'émission pour donner l'envie d'agir. Après, on coupe les caméras, on laisse la place à l'intime, et vous, qui êtes des réinventeurs de monde, des doueurs, on a 45 minutes pour se mettre au travail. Vous pouvez poser toutes les questions, toutes les envies, et puis qui sait, au pire, ça marche. Merci à toi, Joël, de venir dans cette aventure. Alors Joël, c'est un scientifique, docteur S-Sciences, écrivain à succès. Il est conseiller de la présidente d'Univers Sciences, cette symbiose entre la Cité des Sciences, l'industrie de la Villette et le Palais de la Découverte. Il est le président exécutif de Biotique International. C'est un ancien chercheur et enseignant au MIT dans le domaine de la biologie et de l'informatique. Tu as été successivement attaché scientifique auprès de l'ambassade de France aux États-Unis, directeur scientifique d'une venture capital et directeur des applications de la recherche de l'Institut Pasteur. Tu es champion de France de surf tu as été champion en 1961, mais depuis, tu n'as plus arrêté. Tu es l'auteur du macroscope, que j'ai dans ma bibliothèque depuis que je suis tout petit. Donc je suis très ému ce soir, qui a inspiré des générations et des générations de futurologues, de futuristes, de prospectivistes et de rêveurs de possibles. Plus récemment, tu as écrit L'homme symbiotique, regard sur le 3e millénaire. Tu as écrit 2020, les scénarios du futur, comprendre le monde qui vient. Tu as créé également et écrit en 2010 Et l'homme créa la vie, la folle aventure des architectes et des bricoleurs du vivant. Et ton dernier livre en date, Surfer la vie, comment survivre dans la société fluide, aux éditions Les Liens qui libèrent. Joël, nous vivons dans une zone majeure de tumulte, certains disent de transformation. Toi qui es agile autant sur la planche que dans l'esprit, à quel moment tu as pris conscience de cette métamorphose? D'abord, bonjour à tous les conspirateurs positifs. Merci Mathieu de m'avoir invité. C'est un endroit formidable qui favorise la créativité collective. J'espère que dans les questions qui suivront, on pourra débattre ensemble de tous ces thèmes. Alors merci de ta question. Quel est le moment où les choses basculent? Dans une vie, Prigogine, prix Nobel de physique, le grand Prigogine parlait des bifurcations. Il dit qu'il y a des moments dans la vie où il y a des bifurcations. Et pour moi, les premières grandes bifurcations étaient des rencontres avec des hommes et des femmes, mais aussi des hommes exceptionnels. Mon prof de chimie, Marc Julia, qui m'a donné l'amour des molécules. Et pour ceux qui comprennent et connaissent la chimie, c'est un peu comme une sténographie mentale. Les chimistes ont envie de faire des synthèses. Et la chimie conduit à faire des synthèses. Et ça m'a suivi dans la vie. Ensuite, Jacques Monod, mon prof qui m'a fait venir à l'Institut Pasteur, a beaucoup déterminé ma carrière. Et puis une autre bifurcation, c'était Prigogine, que j'allais voir souvent en Belgique. On parlait des systèmes ouverts et des systèmes, des structures dissipatives. Et puis, en plus de ces bifurcations humaines, il y a eu des lectures et des faits. Une des lectures qui a vraiment conduit à ma réflexion depuis l'âge de 17-18 ans, c'était la lecture du philosophe jésuite Pierre Teilhard de Chardin, qui m'a beaucoup inspiré, non pas par sa vision religieuse,
mais par sa vision de synthèse de la relation entre les molécules, le vivant, la société et l'évolution. Une évolution généralisée. Pas seulement une évolution de la cellule à l'homme, darwinienne, mais une évolution qui se poursuit après l'homme, dans la société que l'homme construit. Et puis l'effet, ça a été effectivement le MIT. Pourquoi? Parce que, si tu veux, c'était l'époque du début de ce qu'on appelait le time sharing. Le time sharing, c'est le fait que tu avais un ordinateur partagé avec d'autres. Et j'avais un terminal chez moi, dans l'appartement et la maison que j'habitais. J'avais un terminal au MIT. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience que quand je partirais, quand je rentrerais en France, si je décidais de rentrer, je suis quand même resté 7 ans là-bas, je laisserais quelque chose aux autres, dans une sorte de mémoire collective. Et cette notion que je créais des logiciels, des idées, en fait, je travaillais sur la visualisation de molécules avec des ordinateurs. C'était tout le début de ce qu'on appelle molecular graphics. On visualisait les molécules qu'avec des trucs en plastique qu'on en fichait les uns dans les autres. Et là, on arrivait à restructurer des molécules sur l'écran. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et j'ai laissé des tas de choses, j'ai fait des publications. Et je me disais, mais je participe à un cerveau de l'intérieur. Et cette notion a été un tipping point, comme tu dis, pour moi. Parce que depuis ce jour, j'ai jamais arrêté de penser qu'on pouvait créer collectivement avec des réseaux, avec des systèmes. Ça m'a conduit à écrire le macroscope en 1975. Quand je suis revenu en France, je suis resté en fait de 67 à 74 aux États-Unis. Donc voilà un peu les bifurcations humaines, les personnes, la lecture de Teilhard de Chardin et l'expérimentation de ce cerveau planétaire en train de naître depuis l'intérieur. Ce ont été des points qui ont été déterminants pour construire ce que je continue à essayer de construire, qui se retrouve dans mes bouquins. Pratiquement, c'est un peu mon dada, c'est-à-dire de voir comment une évolution généralisée se poursuit avec nous et après nous, plus grande que nous, pas au sens des valeurs humaines, mais plus grande que nous au sens de la complexité qui nous entoure et que nous créons progressivement. Dans l'histoire que tu contemples depuis ta vigie, depuis tant d'années, est-ce qu'il y a un tipping point majeur qui te fait dire qu'on est passé dans quelque chose d'autre ? Certains intellectuels que tu cites, Michel Serres en tête, pensent qu'on est dans une révolution du type du passage de l'écrit à l'imprimerie. Est-ce que toi, tu as ce ressenti-là? Oui, ça a été tellement dit que c'est presque plus la peine de le dire. Il y a eu la mécanique et la machine à vapeur qui a permis de dégager un certain nombre d'éléments de l'intelligence humaine, puis ensuite l'ordinateur et l'informatique qui ont permis de nous faire monter d'un cran supérieur à d'autres domaines. Le numérique et le livre de Babinet qui vient de sortir est très intéressant sur la révolution numérique. Tout ceci sont des étapes et on peut faire les comparaisons qu'on veut, de la mécanique, la machine à vapeur, l'imprimerie, Internet, le numérique. Moi, ce qui me frappe, plutôt que des étapes distinctes dans le temps, c'est la continuité évolutive de la complexité qui tisse des liens de plus en plus étroits entre les réseaux humains, les hommes neurones de ce cerveau planétaire que j'ai écrit et que j'ai appelé ensuite le macro-organisme planétaire, et même le sybionte, cybe de cybernétique et bios de biologie, que nous construisons de l'intérieur. Et pour moi, le changement radical, même Michel Serres et Edgar, mon ami Edgar, vont pas aussi loin, je me permets de le dire, c'est que nous construisons de l'intérieur un cerveau vivant, un système vivant dont nous sommes les cellules, dont nous sommes les neurones, et dont nous n'avons strictement aucune idée de la méthode de construction. Nos seules idées globales sont le marché, l'idéologie, la religion, la politique, l'intégrisme parfois pour certains. Et je pense, moi, et j'ai écrit ça depuis longtemps, depuis le macroscope, le cerveau planétaire, l'homme symbiotique que tu mentionnais, 2020, les scénarios du futur, et surfer la vie, et l'homme créa la vie. Je continue à penser que si nous découvrons les lois simples que la nature utilise, elle est très économe de ces trucs, la nature utilise et réutilise les mêmes principes. De cellules se transforment en organismes pluricellulaires, des organismes pluricellulaires en populations, des populations en écosystèmes. Donc c'est toujours les mêmes trucs que la nature utilise. Si on met le doigt sur ces trucs, entre guillemets, de la nature, alors on a peut-être une chance de construire globalement un futur qui réponde plus aux lois de la nature en préservant la liberté des hommes que de répondre à quelques lois dictées de l'extérieur par ceux que je viens de citer. Donc ça continue à être ma quête. Et pour moi, ce changement radical qui est en train de se passer, c'est la révolution de l'accélération du numérique, de la fusion du numérique avec d'autres choses, fusion entre le numérique et le biologique, j'appelle ça la biotique, la fusion entre le numérique et l'énergétique, j'appelle ça Enernet, c'est-à-dire un Internet de l'énergie, où les gens vont distribuer l'énergie entre eux, la fusion du numérique et du mécanique,
On le voit déjà avec les voitures qui se guident toutes seules. La fusion du numérique et du matériel, on le voit avec les imprimantes 3D. On est en train de passer à une industrie 2.0. Donc ce sont toutes ces fusions numériques qui sont les accélérateurs de ce changement, pour lequel jusqu'à présent nous étions des spectateurs, parce que c'était fait par des grandes industries, c'était fait par d'autres, mais grâce à la désintermédiation, grâce à la co-révolution ou à la société collaborative, nous devenons des prosumers, au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire des producteurs et des consommateurs. Le mot producteur-consommateur a créé prosumer, c'est-à-dire on prend part activement à cette évolution de la société du numérique pour créer des services nouveaux, des produits nouveaux, des rapports nouveaux, ce que j'appelle des rapports de flux, plutôt que seulement des rapports de force. À quel moment tu penses que cette aventure-là s'accélère dans notre histoire? Qu'est-ce qui est le déclencheur? Alors, je pense franchement que, le mot est un peu galvaudé, le déclencheur c'est l'Internet. Moi j'ai eu la chance de participer au premier échange entre MIT et Oxford, sous l'Atlantique, en Unix à l'époque. Il n'y avait pas le TCP/IP et il n'y avait pas de lien cliquable. C'est venu avec HyperCard de Apple. HyperCard, tu cliques sur un lien, tu te retrouves sur un autre. Donc ça n'existait absolument pas. On doit ça à Tim Berners-Lee pour le web et à André Hansen. Donc c'est le changement fondamental, ça a été le web. Et ensuite, la mobilité du web transportée sur des ordinateurs hyper portables qu'on appelle maintenant les smartphones. On a donné d'autres noms pour ça, mais je pourrais en discuter avec toi si tu veux. Et donc, je pense que l'important, le grand changement d'aujourd'hui, c'est le passage d'Internet qui est derrière nous, qui est déjà ringard, si je peux me permettre de dire ça. Oubliez Internet, c'est fini. On dit j'ai été sur Internet, on a été chercher ça sur Internet. Non, on ne va pas sur Internet, on est dans Internet. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé, et c'est la réponse à ta question, un écosystème numérique. Et cet écosystème numérique, comme tout écosystème, il se nourrit des individus qui le constituent et il nous nourrit en retour. C'est-à-dire qu'il y a une coévolution entre les individus, les neurones, si tu veux, du cerveau planétaire ou les cellules de cet écosystème et l'écosystème lui-même. Donc nous sommes en train de devenir des hommes et des femmes augmentés. Nous sommes augmentés par les outils que nous avons dans nos poches, les outils que nous allons bientôt avoir sur nous. Je suis convaincu, je l'ai écrit récemment, que les outils métables vont être plus importants que les outils portables. Donc les outils métables, ça va des LRA, qu'on appelle lunettes à réalité augmentée, aux bracelets montres qui sont des fitness trackers. Donc tous ces outils métables seront plus importants que les outils portables. Donc, si je résume, nous avons créé un écosystème numérique qui nous englobe, dans lequel nous sommes. Et cet écosystème numérique, nous le modifions par nos actions, ce que nous postons, ce que nous publions, les échanges entre nous, depuis les réseaux sociaux jusqu'à Twitter et au blog. Et cet écosystème numérique nous change en retour. Nous avons par exemple 6 ou 7 sens, alors que nous sommes nés avec 5. Nous en avons beaucoup plus. La géolocalisation, c'est un sens supplémentaire. Le fait de savoir où sont mes amis maintenant, s'ils le souhaitent, sur mon iPhone ou mon smartphone, est un sens supplémentaire. Et bientôt, on va ajouter l'odorat numérique, etc. Donc c'est cet écosystème numérique qui est vraiment le bouleversement, par l'accélération qu'il crée et par la relation entre les gens qui crée des nouveaux pouvoirs. Je parlais du pouvoir transversal dans mon livre et la société fluide. Évidemment, la société fluide que je décris et que je préconise, elle naît de l'écosystème numérique dans lequel nous nous trouvons maintenant et que nous modifions tous les jours, chaque seconde, quand nous postons quelque chose ou quand nous échangeons un message avec quelqu'un. Parlons de ça justement. Surfer le web, c'est fait pour toi ? Oui, évidemment, surfer le web, le terme de surfer, c'est généralisé. Moi, si tu veux, tu disais parmi les choses qui m'ont changé, j'ai parlé de ces rencontres, j'ai parlé de ces lectures, j'ai parlé du MIT. Une chose qui m'a changé complètement ma vision du monde, c'est le surf. Pourquoi ? Parce que quand on surfe, on est en communion avec l'écosystème. La vague que je vais surfer, c'est pas moi qui l'ai créée. C'est la relation entre le déterminisme et la liberté. La vague a été déterminée par une tempête dans l'Atlantique Nord. Elle va venir ici sur le spot de Parlementia, par exemple, celui où je surfe le plus régulièrement. Je connais les fonds rocheux. Je sais que la vague va se former là, à 1 mètre près, et pas là. Donc je l'attends, avec d'autres gens aussi d'ailleurs. Et cette vague, en se formant, je vais pouvoir être libre sur cette vague. C'est cette liberté du surfeur qui va pouvoir faire un cutback, un kick-out, un rollover, revenir sous le tube. Donc c'est ça qui m'a donné cette notion
du déterminisme et de la liberté. Ma vie est déterminée par mes gènes, par mon éducation, mais je suis libre aussi de choisir mes amis, de choisir ma voie. Et ça m'a profondément déterminé avec les outils en réseau et le numérique dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc surfer les sondages, surfer l'opinion. On parle des politiciens, on dit c'est un bon surfeur sur l'opinion publique. Surfer en marketing, surfer sur un texte. Donc ce terme est rentré. Pourquoi il est rentré dans la vie quotidienne? Parce que ça veut dire, non pas effleurer les choses. C'est très impliquant le surf. Quand tu es dans une vague de 3 mètres, si tu te casses la figure, elle te tient 15 à 20 secondes sous l'eau sans que tu puisses ressortir. Donc c'est pas du tout un truc léger, c'est très impliquant. Donc ce terme de surfer veut dire qu'on s'engage, qu'on se motive et qu'on utilise une forme de ce faufilement, de se faufiler, de se glisser à travers les difficultés, à travers les choses, à travers les gens. Et donc surfer l'eau m'a conduit à surfer la vie, puisque ce sont les surfeurs du net que j'ai beaucoup suivis, puisque comme tu sais, j'étais au tout début d'Internet, ceux que j'appelle la NetGen, la génération des 20-25 ans, la génération Y, ou ce qu'on appelle aussi les Digital Natives. Toute cette génération-là me fascine et me passionne parce que leur façon de surfer sur Internet, c'est transposé à leur façon de surfer la vie et de surfer en réseau les uns avec les autres. Donc ce sont des termes qui sont très importants pour moi et ce sont presque plus des termes politiques que des termes écologiques ou des termes philosophiques. Alors tu parles beaucoup de la Gen Y que tu renommes NetGen. Est-ce que c'est une question de génération ou une question d'attitude? C'est une question de culture. Je vais te raconter une anecdote vécue. Tu connais d'ailleurs les personnes que je vais citer. J'étais à un déjeuner avec 4 petites poussettes, selon Michel Serres, qui avaient 23 à 25 ans, Emmanuel Duez. Je pense qu'Anne-Sophie devait être là aussi. Je ne sais pas si elle s'en souvient, mais je pense qu'elle était à ce déjeuner, je crois. Et on était en train de préparer le forum Changer d'air du 5 juin de l'année dernière. Et puis au moment où arrivent des plats, je les regarde toutes les 4. Je ne sais pas si tu étais là, mais enfin elles étaient là. Tu méritais quand même d'être là. Et je les regarde et je dis, vous réalisez que j'ai un demi-siècle de plus que vous. Elle me regarde comme ça, mais pas du tout, Joël, tu as le même âge numérique que nous. Et ça m'a frappé, parce que dans les conseils que je donne aux entreprises, Biotique, c'est une société de conseil sur les hautes technologies, je leur dis, ayez le même âge numérique entre ceux qui ont 25 ans, qui arrivent comme stagiaires chez vous, et ceux de pré-retraités de 65 ans. Donc avoir le même âge numérique, c'est une culture. C'est une culture de la transversalité. Ce n'est pas une culture d'une app ou d'un logiciel, de savoir bien utiliser ça. C'est une culture de savoir mettre en commun les outils numériques pour pouvoir faire des choses que l'on ne pourrait pas faire sans la mise en commun de ces outils numériques. Et c'est cette culture qui manque à nos hommes politiques et femmes politiques. C'est cette culture qui manque à beaucoup d'industriels. C'est cette culture qui manque à beaucoup de scientifiques, à beaucoup d'associations, à beaucoup de médias. Cette culture du numérique, ce n'est pas simplement savoir utiliser un logiciel ou un outil, c'est savoir, pas mélanger, mais intégrer. Parce que la culture, c'est une intégration. La culture, c'est pas simplement un petit savoir-faire. Ça, c'est la culture des spécialistes qui savent un petit rien, tout sur un petit rien, ou la culture des cultivés qui savent des petits riens sur un peu de tout. C'est ni la culture des spécialistes, ni la culture des cultivés. La culture, c'est un ciment qui réunit les éléments épars d'un monde disjoint, dont on absorbe des bouts par les médias, par l'éducation, par la vie quotidienne. Et donc la culture du numérique, c'est une intégration. C'est ça qui manque le plus en ce moment dans notre société. Et on contribue, toi tu y contribues, Anne-Sophie y contribue, moi j'essaye d'y contribuer. Et c'est pourquoi on fait des forums comme Changer d'air, pour montrer que la culture numérique de cette génération peut changer le monde. Et la prochaine aventure du forum Changer d'air s'annonce avec plein de surprises, puisque nous sommes en train de le préparer. Et moi, je te propose qu'on reçoive Petite Poussette. Anne-Sophie, si tu veux bien nous rejoindre, toi qui as un bel âge numérique. Je suis une belle petite poussette. Anne-Sophie, c'est notre envoyée spéciale dans la co-révolution. Elle est blogueuse, elle est journaliste, elle a écrit récemment La vie chère, et elle nous donne à chaque émission des nouvelles de ce qui se passe dans un mouvement qui devient plus que planétaire, qui est empreint de cette culture qui va peut-être préfigurer du monde de demain. Merci Anne-Sophie d'être là.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là, surtout avec toi, Joël. Alors, la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de co-révolution et de démocratie. Et donc, Joël, tu dois connaître ces sites qui permettent aujourd'hui à des citoyens d'évaluer la façon dont un politique respecte ce qu'il avait dit durant une campagne, la façon dont on peut aider un candidat avec des box, des boîtes à outils qu'on trouve en ligne à mener leur campagne. On peut aujourd'hui participer à l'élaboration de lois avec un site comme Parlement et Citoyens. Mais maintenant, la grande tendance qui se dessine, c'est celle des villes et des territoires en partage. C'est-à-dire qu'on va encore plus loin dans la façon dont on peut se réapproprier un territoire avec ces dynamiques de partage et comment on peut redynamiser en termes d'emploi, de nouveaux lieux, d'ouverture numérique. Et donc j'aimerais vous parler de ça ce soir avec trois grandes tendances. La première qui est apparue, c'est celle du cofinancement d'infrastructures publiques. Alors, de quoi parle-t-on? C'est pas quelque chose de très nouveau finalement, parce que la Statue de la Liberté à New York avait été financée avec un financement citoyen à l'époque, mais avec le numérique et l'essor des plateformes de crowdfunding, de cofinancement, de sociofinancement, comme disent les Canadiens, finalement, ça facilite la donne. Et donc, je vais donner un exemple qui est celui de Rotterdam, où il y avait un quartier qui était un petit peu éloigné du centre par une voie ferrée et une voie rapide. Et donc, la mairie disait, on n'a pas les moyens de construire un pont qui relie ce quartier au centre-ville, ça va prendre 20 ans. Mais ils ont décidé, ces citoyens, par le financement participatif, de créer une passerelle en bois, un pont qui fait quasiment 400 mètres de large, avec 17 000 planches de bois, et les citoyens pouvaient acheter pour un montant de 25 €, 125 € ou 1 250 € un morceau du pont. Ils pouvaient imprimer un message ou leur nom sur le pont, et ils ont réussi à bâtir ce pont en financement participatif. Autre exemple qui nous vient des États-Unis, c'est une plateforme qui s'appelle Cities Investor, qui elle a été montée en septembre 2012 et qui permet maintenant, pareil, de financer des projets que les collectivités publiques n'auraient pas pu mettre en place. C'est-à-dire que pris sous la contrainte budgétaire qui est souvent la leur, il y a des projets qui mériteraient pourtant d'être mis en place. Donc on met ces projets dans la sphère publique et on dit voilà, si vous voulez participer au financement de ces projets, vous pouvez donner un petit peu d'argent et c'est déduit des impôts. Et donc Cities Investor aujourd'hui a déjà financé 20 projets. Par exemple, ils ont financé la mise en place d'une statue de vétérans de l'US Navy. Ils ont permis la mise en place d'un jardin communautaire ou encore de fournir des iPads à des enfants aveugles. Et donc, il disait que le don moyen, le fondateur m'a dit, c'était à peu près 150 $ et que 12% des contributeurs contribuaient à plusieurs projets. Donc, c'est quelque chose qui marche bien et il y a à peu près 70% des projets qui sont financés. Deuxième tendance qui se dessine dans cette dynamique de ville et de territoire en partage, c'est le mouvement des sharing cities. Alors vous avez peut-être entendu parler de ça parce que dans les milieux qui parlent de co-révolution, on en parle pas mal aujourd'hui. La première ville au monde à s'être déclarée sharing city, c'était Séoul, donc en Corée du Sud, qui en décembre 2012 a dit voilà, nous on veut s'engager. La municipalité a dit on veut devenir la première sharing city au monde. Donc ça veut dire qu'ils ont mis en place un programme en une vingtaine de points, si je ne me trompe pas, qui va du partage d'infrastructures, à la mise en place d'incubateurs pour les startups de l'économie collaborative ou de l'économie du partage. Ils veulent optimiser l'usage des lieux publics, mettre en place des jardins communautaires, promouvoir l'open data, l'ouverture des données. Et pour eux, c'est aussi une façon de maximiser les ressources, de faire des économies et finalement d'innover pour résoudre des problématiques sociales, économiques et culturelles. Donc c'est quelque chose qui se dessine. Ils vont revenir dessus lors d'un colloque qui va avoir lieu en mars 2014 pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Et c'est aussi une façon pour eux de recréer des logiques communautaires qu'on a tendance à perdre et recréer du lien social. Donc il faut vraiment suivre ça de près. Mais à côté de ça, il y a une ville comme Christchurch qui a aussi décidé, après le tremblement de terre, d'utiliser cette logique d'économie du partage pour redessiner sa ville. Et enfin, le magazine Shareable, qui aux États-Unis vient de finaliser une opération de crowdfunding. Ils ont réussi à lever 50 000 $ pour financer la mise en place d'un réseau international des sharing cities. Donc ils ont déjà commencé l'an dernier à faire des sessions de Map Jam où on va cartographier les initiatives dans les villes. Donc il y a à peu près, je crois, une petite centaine de villes qui ont participé. Et là, ils veulent aller un petit peu plus loin. Et Neil Gorenflo, avec qui j'ai pu échanger ces derniers jours, me disait on annonce un printemps du partage parce qu'on va refaire ces opérations de cartographie pour voir où sont les jardins partagés dans une ville, où sont les lieux de coworking, où sont les espaces de mobilité partagée, etc. Donc ils vont tout référencer. Et finalement, il y aura aussi en France un documentaire produit par Canal+, qui s'appellera Global Share, qui sera diffusé, je crois, fin avril, début mai. Et il y aura le WeShareFest aussi. Donc ça sera des événements qui vont aussi marquer la progression de cette économie sur nos territoires.
Et dernier élément de ces tendances qui se dessinent sur villes et territoires en partage aujourd'hui, c'est la façon dont les pouvoirs publics commencent à intégrer ces logiques. Alors on sait que le temps politique est toujours un petit peu plus long, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils y viennent quand même de plus en plus. Alors à Bordeaux, en juillet dernier, donc en juillet 2013, on a eu le forum de l'économie collaborative. Avec WeShare, on avait fait tout un laboratoire pour référencer la façon dont une collectivité peut s'en emparer. Donc là aussi, ça relève de la mise à disposition des bâtiments publics, de la mobilisation des compétences, de la labellisation des initiatives, d'un soutien en fait au développement de tiers-lieux d'apprentissage comme les Fab Labs, comme les universités populaires, comme d'autres lieux comme ça de gratuité que l'on peut instaurer sur un territoire. Ça peut être la mise en place de taxes locales réduites pour des espaces de mobilité partagés. Et finalement, on peut rêver, mettre en place un peu plus de collaboratif dans l'administration. Donc c'est autant d'idées qui émergent. Fleur Pellerin, au mois de juillet dernier, avait été assez attentive à tout ça avec un Bercy Jam où une centaine d'entrepreneurs étaient réunis au ministère pour faire remonter ces initiatives. Et je suis contente aussi de vous annoncer que je travaille actuellement sur un projet au sein de la Fabrique écologique, qui est un think tank, sur cette notion de ville et territoire en partage pour voir comment, à la française, on peut s'approprier ces nouveaux sujets et finalement se dire, bon, voilà, dans ce qui émerge à l'international, comment est-ce que ça peut se rallier à des logiques de ville en bien commun, de ville en transition, de smart cities, parce que c'est toujours un peu délicat d'allier les différentes dynamiques. Donc maintenant, je pense qu'il faut attendre l'après-élection municipale pour pouvoir retourner un peu dans ces collaborations avec les politiques, et ça ne nous empêche pas de continuer à cultiver l'économie du partage au quotidien. Anne-Sophie, merci beaucoup. Pour tous ceux qui, pris de vertige devant la métamorphose en cours, n'avaient pas tous saisi tous les mots anglais jolis et nouveaux que Anne-Sophie nous a ramenés de ses périples, vous les trouverez sur le site de l'Institut des Futurs Souhaitables avec des liens justement pour aller creuser ces histoires. Début mai, devant le parvis de l'Hôtel de Ville, il y a quelque chose de l'ordre de la grosse surprise qui va arriver avec Global Partage. Nous avons des amis qui nous sont chers à Canal+, qui nous ont concocté quelque chose qui sera un prétexte à ce qu'on se réunisse pour justement tester de nos yeux vus et de notre esprit de doueur un certain nombre de choses qui pourraient avoir des incidences, notamment les incroyables comestibles dont tu nous avais déjà parlé. Joël, à chaque fois, Anne-Sophie nous ramène non seulement des champs nouveaux qui sont impactés par la corévolution, mais une ampleur qui est toujours pour moi très étonnante. Comment tu ressens ce mouvement ? La première chose, c'est que j'admire Anne-Sophie et tous les gens qui travaillent avec elle de nous donner autant de détails pratiques de ce qui est en train de se passer. Des détails que nous percevons, en partie tous les gens qui sont dans cette pièce, mais que les politiques ne voient pas. Ils ne les voient pas, ils considèrent ça comme du gadget ou de la superficialité. Ils ne le voient pas. Et en plus, ils ne veulent pas le voir. C'est comme les gens qui fument, à qui on dit que la cigarette est très dangereuse et tue. Ils ne veulent pas savoir. Ils ne veulent même pas l'entendre. Et les politiques ne veulent pas entendre ce que nous dit Anne-Sophie et ce qui est en train de se réaliser de plus en plus. Pourquoi ? Parce que la désintermédiation, c'est le fait de contourner les pyramides de pouvoir. Les pyramides de pouvoir institutionnalisées que nous avons autour de nous, de l'éducation à la banque, en passant par les transports, et bien entendu le pouvoir politique, le pouvoir d'un maire, le pouvoir d'un président ou d'un Premier ministre, sont des pouvoirs qui sont des questions de vie. Machiavel l'a très bien décrit. C'est l'addiction au pouvoir. Et cette addiction au pouvoir fait que tout ce qu'on décrit, c'est complètement subversif par rapport au pouvoir. Et donc ça les terrifie. Et donc, ils veulent bien, par petites touches, essayer de donner l'impression qu'ils s'y intéressent, mais pas du tout. Alors, on prend un exemple. Tu l'as vu hier, il y a Uber, des taxis, qui a annoncé qu'ils allaient permettre... D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Uber, c'est un système qui existe dans le monde entier. C'est l'utilisation du numérique et du transport. C'est-à-dire qu'avec son smartphone, on peut commander un taxi, on est repéré par GPS, le taxi arrive, vous avez une carte qui vous dit où sont tous les taxis les plus proches, il y en a un qui a pris la course, vous le voyez arriver, il vous dit « je suis là dans 3 minutes », vous montez, vous avez le nom du chauffeur, vous avez le nombre d'étoiles que cette personne a eu par des autres clients, vous aussi vous êtes testé puisque vous avez votre carte de crédit qui est fournie à l'abonnement, donc on sait si vous êtes un bon client ou pas, etc. Donc ce truc fonctionne de manière extraordinaire et il vient de proposer hier de permettre le car sharing, donc le partage de voitures, donc qui économise l'énergie, qui réduit les accidents, qui réduit les embouteillages. Évidemment, l'énorme lobby des rapports de force des taxis qui payent quand même une patente de 200 000 € pour avoir le droit de circuler en taxi. Et on comprend que le système est complètement pervers et on comprend la réaction des taxis traditionnels et celle du gouvernement. Est-ce que la liberté d'entreprendre va être préservé, ce qui est le cas
de ce que propose Hubert, ou est-ce qu'au contraire, le rapport de force des syndicats va l'emporter? Donc on va bien regarder ce qui se passe dans les jours qui viennent, et là c'est une illustration typique de la difficulté que l'on connaît dans tout ce que tu proposes par rapport à la réalité politique des choses. Merci Anne-Sophie. Au plaisir des aventures à venir. Justement, puisqu'on est dans cette deuxième partie, Joël, c'est quoi pour toi un monde souhaitable? Le monde souhaitable, pour moi, d'abord, c'est un monde de la solidarité, de la générosité, du partage. Alors qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes est un monde de l'égoïsme, un monde de la concurrence, de la compétition, du rapport de force, où chacun essaye de prouver à l'autre, qu'il soit un pays, qu'il soit une personne, qu'il soit une entreprise, qu'il est le meilleur et qu'il va le battre, gagner. Et d'ailleurs, cette compétitivité se retrouve en permanence entre les gens eux-mêmes. Michel Serres a eu cette phrase assez alambiquée, mais très étonnante, et dit « Une personne intelligente est une personne non compétitive ». Alors c'est une phrase assez difficile à décrypter à la Michel Serres, mais ça ne veut pas dire qu'on laisse tout passer. On peut être compétitif et extrêmement intelligent et très cultivé. La culture, c'est de la non-compétitivité aussi pour lui. Mais enfin, pour revenir à ta question, pour moi, la société fluide que je décris, c'est la société des rapports transversaux et des rapports de pouvoir latéral, c'est-à-dire le fait que l'on fait confiance. C'est une société de la confiance. On fait confiance à la compétence de quelqu'un, on fait confiance à sa capacité de gérer un groupe, on fait confiance à sa capacité d'avoir une vision et de l'exprimer clairement. Donc, générosité, solidarité, confiance, rapport de flux plutôt que rapport de force. Pourquoi ? Parce que dans les rapports de flux, qu'il s'agisse de connaissances ou d'argent, il faut de l'information à l'entrée et à la sortie. Pour qu'un rapport de flux puisse être équilibré, il faut que je connaisse l'information qui entre et que vous connaissiez l'information qui en sort. Alors que dans le rapport de force, c'est complètement binaire. Où on en sort, où on y est. Il y a des escalades qui se produisent, qui sont extrêmement préjudiciables à l'équilibre des choses et dangereuses. Donc, pour moi, sans faire de l'idéalisme, une société idéale est une société fluide, une société où les rapports sont engageants, mais en même temps des rapports de surf, c'est-à-dire des rapports où on sait qu'il y a un déterminisme, on sait qu'il y a des difficultés, mais on arrive à se faufiler à travers les difficultés, les uns avec les autres, plutôt que les uns contre les autres. Et c'est cette société-là qu'on essaye de mettre en place, que tu essayes de mettre en place avec les futurs souhaitables, en nous permettant de décrire des futurs qui ne sont pas prédéterminés par d'autres, mais des futurs qu'on peut co-construire nous-mêmes. Ce qui a été, si tu te rappelles, un peu la conclusion du Forum Changer d'air, où tous ces jeunes dont tu faisais partie ont dit « on en a marre des futurs qu'on nous propose et des futurs imposés, nous voulons co-créer notre futur ». Ça, c'est très important, c'est ça les futurs souhaitables. Donc moi, j'essaye de contribuer à une société fluide où les gens peuvent co-créer leur futur en lui donnant du sens. Et en co-créant notre futur, ça nous libère ici et maintenant, puisque le futur est un prétexte, finalement, à vivre libre maintenant. Moi, j'ai une question sur ce rêve qu'on partage tous. On va recevoir bientôt quelqu'un du biomimétisme qui va nous dire que la symbiose a plus fait pour l'évolution de la vie que la compétition. Et il va nous dire que cette société holomidale est plus porteuse de partage que la société pyramidale, mais ça fait 10 000 ans que la société humaine s'est structurée sous la forme de la pyramide. Comment on fait pour passer d'une structure dont le ciment s'inscrit depuis la nuit des temps à quelque chose de plus fluide? On regarde l'écosystème et on regarde le monde qui nous entoure. Toutes les sociétés animales, les sociétés d'insectes, par exemple, les abeilles ou les fourmis sont fondées sur la collectivité, sur l'intelligence collective. Alors on ne va pas se transformer brutalement en termite ou en insecte. Il faut respecter aussi la liberté humaine, le libre choix, le libre arbitre. Mais néanmoins, il existe des règles absolument fondamentales qu'on a autour de nous, dont nous pouvons nous inspirer. Et la désintermédiation, dont parle constamment Anne-Sophie dans son premier livre et dans son second, c'est un des moyens de se libérer de ce joug de la tutelle pyramidale de ceux qui veulent être élus pour être les seuls au sommet de la pyramide. On le voit en ce moment avec la discussion entre deux personnes pour être le président d'un parti politique. On l'a vu, et on a vu comment ils s'en sont sortis. Pas par l'élection réelle, souvent par le biais, par la tricherie. Donc il y a des cas où les pyramides peuvent être non pas inversées, mais les pyramides peuvent être réduites au rôle régalien qui devrait être le leur, c'est-à-dire d'appliquer des règles fondamentales qui servent à la collectivité
plutôt que des règles fondamentales qui servent à leur réélection ou parfois même à la corruption. D'où l'importance des indignés, dont je parle beaucoup dans mon livre, et de l'indignation au sens post-Essel, c'est-à-dire ce que j'appelle les indignés raisonnés. Et j'ai un terme, si tu veux, qu'on emploiera le 5 juin dans le forum Changer d'air, c'est de l'indignation raisonnée à l'utopie constructive. Parce que les utopistes, ça plane dans le rêve et dans le côté péjoratif, ce sont des utopistes. Mais je crois que l'utopiste, au sens de Thomas More, de l'île de l'utopie, c'était des hommes qui contribuaient à construire leur société, à co-construire leur futur. Évidemment, le Vatican n'a pas aimé ça. Très pyramidal, le Vatican. Et le Vatican a considéré que seul Dieu avait le devoir, le droit et le devoir de donner aux hommes le cahier des charges de leur futur. Et que les hommes s'en mêlent, c'est pas permis. Donc on a dit que ce sont des utopistes. Maintenant, on revient à l'utopie, et on revient à l'utopie constructive. Donc pour moi, il faut passer maintenant de l'indignation raisonnée, c'est-à-dire la volonté de démocratie participative, et pas seulement une démocratie représentative, qui sera utile aussi, mais qui pour le moment, il considère, à juste titre, comme trop corrompu ou trop avide de sa réélection. Alors ce mouvement est sain, il a été détourné de sa base par des régimes totalitaires qui ont repris par l'armée, notamment la pyramide du pouvoir, en détournant complètement les idées généreuses des indignés du début. Ils sont persécutés dans certains pays, ils sont au contraire autorisés dans d'autres, mais on va vers ce mouvement, vers une démocratie participative, le fait de construire son futur en lui donnant du sens. Et pour ça, il faut des valeurs. Et c'est pourquoi je suis tellement attaché aux valeurs que je décris à la fin de mon livre sur Fait la vie, parce qu'on ne peut pas construire de futur, même ensemble, par l'intelligence connective, l'intelligence collaborative ou l'intelligence collective, sans valeurs qui nous réunissent aussi. 7 valeurs, pour être plus précis. L'empathie, l'altruisme, le respect de l'autre, le respect de la diversité, la responsabilité, l'amour fraternel et la spiritualité laïque. Est-ce que l'ordre initiatique commence par l'empathie et finit par la spiritualité laïque ? Parce qu'on dit aussi dans cette métamorphose que les valeurs féminines pourraient structurer notre monde d'après. Et toi, tu finis par la fraternité, qui est un peu de la même chose, mais très masculin. J'avais dans mon livre L'homme symbiotique un chapitre entier sur les valeurs féminines pour changer le monde. Et j'y crois profondément, parce que je pense que les valeurs féminines, ou les femmes en général, je ne veux pas faire des catégories, ont une tendance à plus de rapports dans les réseaux, plus d'intuition, plus de vision systémique, c'est-à-dire de l'interdépendance des choses, plutôt qu'une vision cartésienne, analytique, séquentielle et linéaire, que les hommes ont appris par le droit ou par les maths, puisque l'on voit que les grandes élites d'un pays comme la France sont dirigées par des gens qui ont fait du droit ou qui ont fait des maths, dans des grandes écoles d'administration ou dans des grandes écoles techniques dites scientifiques. Donc les maths et le droit ne sont pas faites, me semble-t-il, pour gérer la complexité. Or, il se trouve que les femmes apportent une complémentarité extraordinaire dans ce monde complexe dans lequel nous sommes, parce qu'ils savent aborder la complexité dans sa totalité. Et aujourd'hui, on a des moyens de manager la complexité. On a des outils comme la simulation, on a des outils comme le jeu, on a des outils comme le jeu de rôle, comme les jeux sérieux, comme l'éducation, etc. Donc ces valeurs féminines vont être essentielles, liées. Alors que la fraternité soit une valeur masculine, je ne suis pas tellement d'accord avec toi. Je pense que la fraternité, c'est la capacité de considérer l'autre comme plus que son égal, comme quelqu'un en qui on a confiance et que l'on aime. D'où l'amour et la spiritualité laïque. Je pense que la spiritualité laïque est un moyen de s'élever pour converger. Ça aussi, cette phrase de Teilhard de Chardin m'a beaucoup frappé. Tout ce qui monte converge. C'est-à-dire, plus on monte en spiritualité, plus on élève son esprit, plus on se rapproche des autres. Et ça fait partie aussi de la fraternité et de l'amour fraternel. Merci pour l'argumentaire que je saurais reporter dans cette confrérie de conspirateurs positifs. Confrérie, il y a déjà de la fraternité. Je sais bien, c'est bien pour ça. Et il y a plein de filles dans la confrérie. Une petite phrase que j'aimerais bien que tu m'éclaires. C'est toi qui le dis. Hein. Je suis un optimiste angoissé, mais un pessimiste serein. Alors j'ai dit ça pour me battre un peu contre la question que n'arrêtent pas de me poser des journalistes à la suite d'un livre ou dans des interviews. Monsieur de René, vis-à-vis du futur, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste ? Ou quand il y a une salle de 500 personnes, je dis, écoutez, tous ceux qui sont pessimistes, levez la main.
Tous ceux qui sont optimistes, levez la main. C'est 50-50, à peu près. Donc là, on est complètement dans la logique binaire, que je refuse depuis longtemps, depuis le macroscope et l'approche systémique. Moi, je suis dans une logique complémentariste. On peut être, c'est la logique du « et » plutôt que la logique du « ou ». Être ou optimiste ou pessimiste, ça nous réduit à avoir une étiquette sur le dos. On est pessimiste ou optimiste. Et donc, ça réduit complètement son attitude vis-à-vis du futur. Donc, pour essayer de balancer ce côté binaire, ce côté manichéen, j'ai inventé, Eliard a été plus loin que moi encore, il dit qu'il est un opti-pessimiste. Il a créé un nouveau mot. Donc, moi, je dis, je suis un pessimiste serein et un optimiste angoissé. Je suis optimiste, mais je suis très angoissé, par exemple, je vais te dire, je te donne quelques exemples, je suis très angoissé par l'atteinte à la vie privée sur les réseaux numériques, sur l'écosystème numérique dont je parlais. Je suis très angoissé par le flicage, l'effet de Snowden et la NSA, le flicage que le FBI peut faire en regardant ton mail, ton historique de Google, tes amis sur Facebook, les amis de tes amis sur Facebook, ou tout ce que tu postes sur Twitter, de rassembler tout ça pour faire un profil de Mathieu Baudin, ça m'angoisse. Je trouve que c'est un futur extrêmement inquiétant. Et ce qui m'angoisse encore plus que Big Brother, c'est des millions de Little Brothers. C'est-à-dire, chaque personne dotée de ces logiciels vont s'espionner les uns les autres en permanence. Donc ça, c'est mon côté optimiste angoissé. Optimiste parce que je crois en la capacité de l'homme de se ressourcer, en sa capacité de sursaut. Et pessimiste serein, je me dis, ça c'est comme aussi le surfeur qui voit que les vagues sont moins bonnes, ou le skieur qui voit que les conditions se dégradent. On pourrait être pessimiste et dire je rentre, c'est foutu. Ou au contraire, de surmonter, dire plus c'est difficile, meilleur ce sera la fois d'après. Au pire, ça marche. Donc c'est exactement moi ce que je me dis. Quand les conditions de surf se dégradent complètement, je me dis je continue, il y a du clapot, c'est merdique, le vent est onshore. Mais je continue quand même parce que le jour où le vent est offshore et que c'est lisse, c'est encore meilleur. Donc ça, c'est mon côté optimiste, serein, pessimiste serein. Je mets les deux. Voilà la réponse à la question. Moi, j'avais la phrase de Paul Hawken que j'aime vraiment beaucoup. Si je n'étais pas pessimiste, je serais aveugle. Si je n'étais pas optimiste, je serais sourd. Et l'art d'écouter le bruit de la forêt qui pousse est un art quand même qui se développe en ce moment. Comment on passe du rapport de force au rapport de flux face à des gens qui lâcheront pas le pouvoir et qui voudront pas surfer la vie avec nous? Il y a plusieurs moyens. Un des grands moyens, c'est les réseaux. Les réseaux sociaux au sens très général du terme. Les blogs, Twitter, ce qu'on écrit, ce qu'on poste, ce qu'on dit, les mails, tout ce réseau dont parle si bien Anne-Sophie dans ses livres, et toi aussi, tous ces réseaux sont déjà un moyen de créer un contre-pouvoir ou des contre-pouvoirs. Les indignés qui ont 25 ans dans les pays dont on a toujours parlé dans la presse se sont connectés sur les réseaux. Des grandes manifestations maintenant se passent d'abord sur les réseaux pour bien définir ce qu'on veut dire, comment on va le dire, préparer les pancartes, préparer les signes de reconnaissance. Donc réseau et écosystème numérique sont déjà des moyens de lutter contre des grands pouvoirs. Alors il y a aussi le fait que chaque personne peut devenir un citoyen reporter. Avec un smartphone aujourd'hui, on peut prendre une photo. Tu as vu ce qui s'est passé pour le petit chat qu'on a lancé contre un mur et les réactions des gens à ce martyre d'un animal et les réactions des gens à ça. Ça montre à quel point très 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 vite sur les réseaux sociaux, on peut créer des conditions. Ce dictateur africain qui a été dénoncé par des millions de personnes montre aussi qu'on a des outils extraordinaires de capacité de pouvoir. Mais sans les valeurs dont je parlais tout à l'heure, ce ne sont que des outils. Ce ne sont pas des outils qui rapprochent. Ça peut être des outils contre les autres. Alors, rapports de force, ils existent, ils sont là, et on ne peut pas imaginer un pays qui a pas de défense sans rapport de force, puisque la défense, c'est les rapports de force. Les rapports de force entre syndicats et patronat sont créatifs aussi dans beaucoup de choses, notamment pour la sécurité du travail, pour les conditions de travail, pour les conditions de loisirs. Il y a eu beaucoup de choses obtenues grâce aux rapports de force, notamment les congés, notamment la santé. Mais en même temps, en complémentarité, on ne se passera jamais de la nécessité de complémenter les deux. D'ailleurs, la nature le fait. Les rapports de force, c'est la différence de potentiel. Dans l'électricité, le rapport de flux, c'est l'intensité. Intensité, différence de potentiel font qu'une machine électronique ou électrique marche. Sans l'un ou sans l'autre, elle ne marche pas.
Donc on a besoin des deux dans la société. L'art, c'est d'éviter que les rapports de force prennent le pas sur la capacité aux gens d'échanger entre eux et de développer l'intelligence collective, l'intelligence connective et l'intelligence collaborative. J'insiste toujours sur ces trois mots. Connexion, collaboration, intelligence collective. Résoudre des problèmes ensemble pour créer en commun, parce que la plus belle chose qu'on puisse faire ensemble, c'est la création collective. Eh bien, après ce monde souhaitable, moi j'aimerais juste te poser une question. Qu'est-ce que je peux te souhaiter à toi? Ce que tu peux me souhaiter, c'est que mon prochain bouquin me fasse plaisir. C'est pas un petit sujet, le prochain bouquin. C'est qu'il fasse plaisir, si tu veux. Moi, j'écris des livres pour me faire plaisir, éventuellement pour que les gens les aiment et que les gens les lisent. Mais avec Internet et le fait que j'ai déjà mis 3 livres gratuits en ligne, c'est pas les royalties de l'auteur qui m'attirent, c'est le fait que je fais passer des idées, toujours dans la continuité de mon obsession, que j'ai décrit tout à fait au début de tes questions. Donc, tu peux me souhaiter ça. Tu peux me souhaiter de continuer de faire du surf jusqu'à 95 ans et que je me mette au golf après. Ça, je te le souhaite vraiment très fort et que tu en inities plein d'autres. On peut parler du thème de ton prochain livre? En tout cas, juste le titre. Si c'est toujours non, il n'y a celui-là. pas de titre. De toute façon, si je l'avais, je ne le donnerais pas parce que mon éditeur me tomberait dessus. Mais au pire, ça marche pas, là, l'éditeur. si tu veux, c'est évolution et unité. C'est mes grands dadas qui continuent. Mais cette fois-ci, avec un pas de plus de la spirale. Il me semble bien. Parce que mon évolution est en spirale, comme tu as remarqué. Et on commence à être au sommet, là, avec le prochain Et on va livre. rajouter un tour. Il me semble bien. Pour ce dernier temps de notre premier échange, j'aimerais te poser 4 questions que je pose à tous nos intervenants, à Au pire ça marche et dans la lab, puisqu'on a la chance d'avoir 55 gens fantastiques comme toi qui viennent tous les 6 mois. Et chacun nous donne le dernier livre qui les a inspirés. C'est quoi pour toi ? Pour moi, le dernier livre qui m'a vraiment le plus inspiré, c'est La guérison du monde de Frédéric Lenoir. Et son dernier livre sur le bonheur. Donc j'aime beaucoup Frédéric Lenoir, parce que c'est un réaliste optimiste, mais un opti-réaliste, appelle-le comme tu veux. C'est un homme constructif. C'est un homme constructif qui se joue du débat stérile et qui essaye de t'apporter quelque chose pour donner du sens à ta vie. Et c'est à la fois un philosophe, un spirituel, au sens spirituel laïque du terme. Il connaît bien les rapports humains, il connaît bien les rapports sociaux, il connaît bien les rapports politiques. Il est inspirant et il me donne envie de vivre et de continuer. Une source d'information qui t'inspire et en laquelle tu aurais confiance, toi qui lis tellement. Écoute, surtout les revues scientifiques qui m'aident énormément. Je pense que Technology Review, à cause de mon biais MIT, puisque c'est la revue du MIT, m'aide énormément. New Scientist, c'est des revues scientifiques que je regarde et que je lis très attentivement. Mais surtout, Twitter, pour moi, est une source extraordinaire d'informations en tant que scientifique. Alors, je m'explique. Si tu vas regarder sur Twitter, tu vas voir que j'ai à peu près 7500, 7600 suiveurs. J'ai commencé il y a 2 ans, grâce à ma fille Tatiana, que j'appelle Miss Tweet d'ailleurs. Et par contre, tu verras que je n'ai que 70 abonnements, 70 ou 80, très peu. Pourquoi ? Parce que mes tweets ne sont pas des commentaires sur la politique ou sur les gens. Je suis abonné à toutes les grandes revues scientifiques, tous les journaux scientifiques, tous les journaux internationaux, de The Economist à Herald Tribune, en passant par Proceedings of National Academy of Science. Pourquoi ? Parce qu'eux tweetent sans arrêt, en 140 caractères, plus un lien, des choses que je vois très très rapidement m'intéresser, et sur le lien, je vais en savoir beaucoup plus. Donc ça, c'est ma lecture de base, et c'est mon information de base pour tous les sujets. Immédiatement, je retweete, ou bien je crée des tweets, j'en fais à peu près 2 par jour, 2 ou 3, sur des sujets que je pense intéressent les gens dans le sens qu'ils donnent à leur vie, pour les rendre plus intelligents, plus perceptifs et plus ouverts au monde qui vient. Puisque, comme tu sais, un de mes dadas, c'est d'essayer de faire aimer le futur. Oui. S'il n'y avait qu'un seul enjeu pour toi pour demain, le maître en jeu, ce serait quoi ? Écoute, un des maîtres en jeu, c'est l'éducation en général, mais l'éducation systémique en particulier. Je pense que notre éducation est trop disciplinaire. C'est les maths, la physique, la chimie, dans l'école, dans les écoles d'ingénieurs, tout est séparé. Le monde est une mosaïque de disciplines, alors que le monde doit être pris sous un angle intégré, comme un écosystème
à la fois des connaissances et un écosystème biologique et physique. Et donc, je prône l'éducation systémique, mais à l'échelle globale, à l'échelle européenne. Je rêverais de créer un institut de systémique qui, globalement, en plusieurs langues, permette de former les Européens. Et d'ailleurs, le meilleur moyen, c'est le numérique, encore une fois. Un truc à expérimenter ici et maintenant pour aller plus vite dans le monde d'après. Bah, tu sais toute l'importance que j'attache au MOOC. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je dis les MOOC, c'est les Massive Online Open Course. Harvard, MIT, Stanford ont mis leurs cours en ligne gratuitement. Il y a 16 à 18 millions de personnes qui reçoivent ces cours. Donc c'est un bouleversement depuis la Khan Academy jusqu'à ce que fait Coursera, ce que fait Daphne Koller. C'est extraordinaire. Bon, donc on attache beaucoup d'importance avec Claudie Agnoret à Universcience au MOOC. Mais moi, je pense qu'un outil à mettre en œuvre tout de suite et très vite, c'est ce que j'appelle des mini-MOOC. J'en ai fait un sur mon site web et je pense que beaucoup d'écrivains, de philosophes, de profs, de scientifiques devraient faire des mini-MOOC, c'est-à-dire mettre gratuitement à la disposition de leurs visiteurs sur leur site web, leur blog, tout ce qu'ils ont dit sur Internet, qu'ils ont dit à la radio, ce qu'ils ont dit dans des conférences, qu'ils ont dit dans des cours, qui a été enregistré comme ça, ou vidéoscopé. Et c'est ce que j'ai fait. Si vous allez sur mon site, petite pub au passage, derené.com, et vous allez sur Minimook, et vous allez regarder, j'ai demandé à 2 étudiants de trouver tout ce que j'ai dit et à la radio, à la télé, et même pour des entreprises privées, à qui j'ai écrit et qui m'ont donné l'autorisation à 90% de les remettre sur Internet, parce que j'en revenais même pas moi-même. J'avais été payé pour faire les conférences, ils étaient d'accord pour que je les mette sur Internet. Et ces étudiants m'ont aidé à les classer par thème, par ordre chronologique et par domaine. Donc voilà, des mini-MOOC, je pense que c'est un outil extraordinaire pour faire avancer les connaissances. Et si tu devais écrire sur cette ardoise un ou deux mots clés pour toi, pour inspirer, pour donner envie d'agir. Ça écrit là-dessus? Ouais. C'est à l'ancienne. Du vert sur du noir. Je mettrais l'amour du futur. Vraiment, pourquoi? Parce que le futur fait peur, parce que justement, il est nouveau, il est angoissant, il est inquiétant. Mais si on n'aime pas le futur, on n'a pas envie d'y aller. Si on n'a pas envie d'y aller, on le subit. Donc il vous tombe dessus. Alors que tout l'art du futur, justement, c'est de le créer ensemble. Créer le futur, mais pour le créer, il faut l'aimer. Il faut d'abord le comprendre, d'où toute l'éducation dont j'ai parlé tout à l'heure. Et les 4 mots, c'est comprendre, vouloir, aimer et construire. Tu retrouves un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Comprendre la complexité du monde, d'où l'importance des valeurs féminines, des valeurs comprenant la complexité, des valeurs non pas d'analyse cartésienne, mais de compréhension des interdépendances, c'est fondamental. Donc comprendre, vouloir le futur, c'est une volonté politique, de vouloir ce futur, de vouloir changer le futur pour les gens dans l'intérêt de l'homme, des libertés humaines, du partage, de la solidarité. Aimer ce futur et le construire ensemble pour donner du sens à nos vies. Alors, l'amour du futur à la Gaîté Lyrique avec l'Institut des Futurs Souhaitables, ça se tente. Et au pire, ça marche. Merci à toi, Joël. Je t'en prie, merci de tes questions. Merci à Joël de nous avoir partagé son énergie. Merci à vous de nous avoir suivis en streaming. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois pour une prochaine émission de Pire ça marche. Une nouvelle occasion de réfléchir à l'ère du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. Merci à vous. Là, c'est 45 minutes, on parle avec les gens.